Barry Gibb a passé plus de 6 décennies sous les lumières de la gloire, se produisant devant des millions de personnes à travers le monde. Pourtant, pendant la plupart de ces années, l'histoire la plus importante de sa vie ne s'est jamais déroulée sur une scène de concert. Cela se déroulait tranquillement derrière les portes de sa maison, loin des fans hurlants, des caméras clignotantes et des arènes à guichets fermés. Pendant des décennies, les gens ont spéculé sur sa femme Linda, se demandant quel rôle elle jouait réellement dans la vie de l'une des voix les plus reconnaissables de la musique. Les rumeurs les ont suivis presque dès le début. Certains ont affirmé que Linda protégeait farouchement leur mariage. D'autres ont chuchoté qu'elle avait un jour forcé Barry à faire un choix impossible entre son dévouement envers les Bee Gees et son engagement envers sa famille. Au fil des années, les histoires n'ont fait que s'élargir, mais Barry les a rarement abordées directement. Aujourd'hui, après avoir atteint l'âge de 79 ans et enduré la perte déchirante de ses 3 frères, il a enfin parlé avec un niveau d'honnêteté auquel peu de gens s'attendaient. Ce qui a émergé de ses réflexions a surpris même les fans de longue date. La vérité n'était pas une question de contrôle, de manipulation ou d'ultimatum. Il s'agissait de survie, de loyauté, de sacrifice et d'une femme qui devenait discrètement le point d'ancrage, qui maintenait un homme dont la vie était constamment tirée dans 1000 directions différentes. La réalité, comme Barry le révèle maintenant, était bien plus complexe et bien plus émouvante que les rumeurs ne l'avaient jamais suggéré. Barry Gibb est né le 1er septembre 1946 à Douglas sur l'île de Man. Dès le début, la stabilité semblait toujours hors de portée. La vie autour de lui était constamment en mouvement changeant et exigeant une adaptation avant même qu'il ne soit assez vieux pour comprendre ce que signifiaient ces changements. L'environnement dans lequel il a grandi lui a inculqué un sentiment qui lui restera pour le reste de sa vie, la compréhension que rien n'est éternel. La musique était déjà ancrée dans le tissu domestique. Son père Hugh Gibb était batteur, et les sons des instruments et des performances étaient familiers bien avant que Barry ne monte sur scène. Mais à côté de la musique, s'est ajoutée l'incertitude. La famille déménageait fréquemment à la recherche d'opportunités et essayant de construire un avenir meilleur, laissant à Barry le sentiment que le sol sous ses pieds n'était jamais complètement solide. Même son deuxième prénom Crompton faisait écho à la fierté familiale grâce à un lien avec l'inventeur Samuel Crompton. Mais la fierté et la sécurité ne sont pas la même chose. S'il existait un fort sentiment d'identité au sein de la famille, il y avait aussi de l'instabilité, des pressions financières et des changements constants. Ces premières expériences ont façonné Barry d'une manière qui deviendra plus tard visible à la fois dans sa musique et dans ses relations personnelles. Au fil des années, Barry a eu du mal à trouver du réconfort dans les routines ordinaires. Avant que la famille ne s'installe finalement à Manchester en 1953, la vie semblait déjà fragmentée et instable. L'école n'est jamais devenue un lieu où il se sent accepté ou compris. Selon divers témoignages, lui et ses amis sautaient si souvent les cours qu'ils étaient absents pendant près d'une année entière. Cette tendance rebelle a révélé quelque chose d'important sur son personnage. Même enfant, Barry semblait incapable de tolérer des environnements restrictifs ou sans vie. Il avait soif de mouvements, d'excitation et de liberté, de suivre ses propres instincts. Ce qui ressemblait à une mauvaise conduite aux yeux des enseignants était à bien des égards l'expression précoce de la même énergie inquiète qui alimenterait plus tard une extraordinaire carrière créative. La musique est devenue l'exutoire qui a finalement donné une direction à cette énergie. Au milieu des années 1950, le spectacle n'était plus seulement un passe-temps d'enfance. Aux côtés de ses frères Robin et Maurice Barry, a formé un groupe appelé The Rattlesnakes, interprétant une musique inspirée du skiffle et influencée par des artistes tels que Cliff Richard et les Everly Brothers. C'était le premier aperçu d'un avenir qu'aucun d'entre eux ne pouvait encore pleinement imaginer. Puis est arrivée une étape qui a tout changé. Le 28 décembre 1957, les frères donnent leur première représentation professionnelle. Barry n'était encore qu'un garçon, mais il s'est retrouvé devant un public payant, apprenant des leçons que la plupart des gens ne découvrent qu'à l'âge adulte. Chaque représentation lui a appris à attirer l'attention, à se connecter émotionnellement et à transformer l'énergie nerveuse en confiance. Ces expériences ont accéléré sa croissance d'une manière que peu d'enfants connaissent. Tandis que d'autres garçons s'inquiétaient des devoirs scolaires et des amitiés dans la cour de récréation, Barry découvrait déjà l'étrange pouvoir que procure le fait de se tenir devant une foule. L'enfant timide de l'île de Man
devenait peu à peu un artiste capable de tenir une pièce entière dans la paume de sa main. En 1958, un autre changement majeur se produit. La famille Gibb déménage à nouveau cette fois en Australie et s'installe à Redcliffe, Queensland, près de Brisbane. C'était une décision qui allait radicalement remodeler l'avenir de toute la famille. Avec le recul, il est difficile d'imaginer les Bee Gees devenir ce qu'ils sont finalement devenus sans cette décision. La vie en Australie était loin d'être glamour. Aucune garantie de succès ne les attendait. Les frères se produisaient partout où ils le pouvaient, saisissant des opportunités que de nombreux musiciens en herbe auraient pu considérer comme indignes d'eux. Chaque apparition était l'occasion d'affiner leurs compétences et de renforcer leur détermination. Certaines de leurs premières représentations ont eu lieu dans des lieux où la musique n'était même pas l'attraction principale. Ils chantaient lors d'événements speedway et se produisaient parfois à l'arrière de camions devant des foules rassemblées pour des raisons totalement différentes. Ces environnements étaient impitoyables. Le public n'était pas là pour soutenir les jeunes musiciens. Il fallait les conquérir. Pour de nombreux artistes, de telles expériences peuvent être décourageantes. Pour Barry et ses frères, cependant, ils sont devenus une formation inestimable. Ils ont appris à capter l'attention, à s'adapter à des conditions difficiles et à continuer à performer quelles que soient les distractions. Chaque défi renforçait leurs liens et les rapprochait de la discipline professionnelle qui définirait plus tard leur carrière. Alors que la musique donnait progressivement une direction et un but, Barry cherchait également autre chose. Derrière l'ambition et la créativité se cachait un profond désir de stabilité. Après des années d'incertitude et de mouvements constants, il aspirait à quelque chose de permanent, quelque chose qui ne disparaîtrait pas aussi vite que tout le reste semblait le faire. Ce désir est devenu visible en 1966, lorsqu'il a épousé Maureen Bates. Il était encore très jeune, mais cette décision reflétait un désir de sécurité qui existait depuis des années. Le mariage semblait peut-être être la solution, un moyen de créer une permanence dans une vie qui semblait souvent imprévisible et instable. Malheureusement, cette relation n'a pas apporté la paix qu'il espérait. Des récits ultérieurs suggèrent que le mariage est devenu difficile pour eux deux, créant une tension émotionnelle plutôt qu'un réconfort. Peu de temps après, la relation a pris fin, laissant Barry confronté une fois de plus à la réalité, selon laquelle la stabilité ne pouvait pas être simplement créée en la souhaitant. L'importance de ce mariage raté va au-delà de la rupture elle-même. Cela a révélé un côté de Barry que de nombreux fans ont rarement vu. Tout en recherchant le succès et la reconnaissance en public, il poursuivait également quelque chose de profondément personnel en privé. Il voulait autant la sécurité, l'appartenance et la certitude émotionnelle que la réussite musicale. Puis arrive 1967, l'année où tout s'accélère. Les Bee Gees sont rentrés en Angleterre avec à peine plus que de la détermination des enregistrements de démonstration et la conviction qu'ils pouvaient réussir. Leur père avait déployé des efforts considérables pour faire circuler leur musique, espérant que quelqu'un d'influent entendrait ce qui rendait ses fils spéciaux. Cette opportunité s'est présentée lorsque Robert Stigwood a écouté leur matériel et a immédiatement reconnu son potentiel. Soudain, des portes qui semblaient autrefois définitivement fermées ont commencé à s'ouvrir. Les Bee Gees n'étaient plus simplement des frères australiens talentueux. Ils devenaient une force sérieuse au sein de l'industrie musicale. Leur single révolutionnaire New York Mining Disaster 1941 a créé une sensation inattendue. L'atmosphère de la chanson ressemblait tellement à celle des Beatles que certains DJ de radio ont cru à tort qu'il s'agissait d'un enregistrement inédit des Beatles. La confusion a généré une énorme attention et a placé les Bee Gees directement dans des conversations qu'ils n'auraient jamais imaginé engager aussi rapidement. Pour un groupe qui tentait encore de s'établir, l'impact fut énorme. Du jour au lendemain, ils sont passés d'une relative obscurité à une reconnaissance internationale. L'élan était à la fois puissant, excitant et écrasant. Leur ascension ne semblait plus progressive, c'était explosif. Et c'est au cours de cette période mouvementée que Barry a rencontré la femme qui allait devenir la personne la plus importante de sa vie. En 1967, sur le tournage de Top of the Pops, Barry rencontre Linda Gray. Le timing rendait cette rencontre particulièrement significative, car elle s'est produite précisément au moment où sa vie commençait à changer à un rythme extraordinaire. Linda n'a pas rencontré Barry avant que le succès n'arrive. Elle l'a rencontré au moment précis où les projecteurs commençaient à s'intensifier. Le monde commençait à s'intéresser à lui et les opportunités se multipliaient rapidement.
Pourtant, malgré toute l'excitation entourant sa carrière, quelque chose de bien plus durable commençait tranquillement dans les coulisses. Linda n'était pas simplement une autre admiratrice attirée par une étoile montante. Elle possédait déjà de la confiance, de la présence et sa propre identité. Ayant été couronnée Miss Édimbourg, elle comprenait l'attention du public et savait se comporter avec grâce et assurance. Elle n'était pas intimidée par la célébrité, car elle comprenait déjà ce que signifiait être vue. C'est en partie ce qui a attiré Barry vers elle. Au-delà de sa beauté, il reconnaissait quelqu'un qui semblait bien dans sa peau. Elle possédait une confiance calme qui contrastait avec le chaos qui entourait de plus en plus sa vie. À bien des égards, elle représentait exactement le genre de stabilité qu'il recherchait depuis son enfance. Leur première rencontre a depuis pris un caractère presque mythique. Barry se souvient plus tard avoir vu Linda à travers la pièce et avoir ressenti une connexion immédiate. Linda se souvenait de quelque chose de beaucoup plus simple. Barry s'approchait d'elle et lui demandait si elle aimerait prendre le thé ensemble. Cela semble ordinaire, presque insignifiant, mais c'est peut-être précisément la raison pour laquelle l'histoire a perduré. Les plus grandes relations commencent souvent par des moments qui semblent banals sur le moment. Pas de grandes déclarations, pas de gestes dramatiques. Juste deux personnes qui se rencontrent au bon moment et ressentent quelque chose qu'elles ne peuvent pas expliquer complètement. Aucun d'eux n'aurait pu savoir à ce moment-là que la conversation qui avait débuté ce jour-là durerait finalement des décennies et les mènerait à travers certains des plus grands triomphes et des tragédies les plus profondes imaginables. Et c'est peut-être ce qui rend leur histoire si remarquable. Alors que le monde se préparait à voir Barry Gibb devenir une superstar mondiale, les fondations de la vie, qui le soutiendraient à travers la gloire, la dépendance, le chagrin, et une perte inimaginable se construisait tranquillement. Le public a vu naître une légende de la musique. Barry, sans s'en rendre pleinement compte, venait de rencontrer la personne qui l'aiderait à survivre. Il y a une histoire selon laquelle ils ont partagé un moment privé à l'intérieur d'un accessoire Doctor Who TARDIS sur le plateau. C'est une petite image tellement étrange qu'elle reste immédiatement gravée dans l'esprit. Une future légende de la musique et une reine de beauté cachées dans un accessoire de télévision, comme deux jeunes pris dans leur propre monde. Ce détail donne de la chaleur à leur première relation. Cela donne une impression ludique, soudaine et humaine. Alors que la vie amoureuse de Barry changeait son rôle au sein de l'abeille que jamais. Il n'était pas seulement le visage que les gens remarquaient en premier. Il a également été le moteur d'une grande partie de l'écriture. Les interviews et les reportages décrivent un niveau de vitesse d'écriture de chansons qui semble presque irréel. Avec Barry produisant parfois plusieurs chansons majeures en un après-midi, derrière des harmonies soignées et une image pop douce, le rythme pouvait être brutal. Barry lui-même a expliqué plus tard comment les chansons étaient parfois écrites alors qu'elles étaient défoncées. Pas avec des drogues dures, mais avec des amphétamines et de l'alcool qui poussent sur le rythme de plus en plus vite. C'est important car cela enlève la surface lisse que les gens ont vue de l'extérieur. Derrière l'élégance de la musique se cachait la pression, l'épuisement, l'intensité et une volonté presque obsessionnelle de continuer à produire. Cette pression a contribué à faire des Bee Gees l'un des groupes à succès les plus efficaces de la musique pop, mais elle a également eu un coup. En 1969, ce coup devenait de plus en plus difficile à cacher. Les Bee Gees n'évoluaient plus comme une seule force familiale unie. La tension entre Barry et Robin était devenue si forte que Robin s'est éloigné et a commencé à essayer d'avancer par lui-même. Pour le public, le groupe semblait toujours à succès, mais à l'intérieur, l'équilibre était rompu. Et pour Barry, le moment choisi a rendu la situation encore pire, car son premier mariage se terminait également à peu près à la même période. Alors que la renommée grandissait à l'extérieur, sa vie privée et familiale était mise à rude épreuve. Ce contraste donne à cette partie de l'histoire sa véritable force. Le succès était là, oui, mais l'effondrement aussi. Le groupe qui avait bâti sa magie sur la fraternité était soudainement déchiré par l'ego, la pression et la souffrance. C'est exactement pourquoi les retrouvailles ultérieures signifiaient tant. Cela n'est pas venu après un petit désaccord. C'est arrivé après une véritable crise familiale. Puis Barry a pris une autre décision qui a changé sa vie à une vitesse remarquable. Son divorce avec Maureen fut finalisé en juillet 1970. Et 6 semaines plus tard, le 1er septembre 1970, qui était aussi son 24e anniversaire,
il épousa Linda Gray. Cette chronologie est presque choquante lorsque vous l'entendez pour la première fois car elle montre à quel point son cœur était déjà clair. Cela ne dérivait pas. Ce n'était pas une confusion. Il savait où il voulait que sa vie aille. Et c'est ce qui rend le rôle de Linda si important. Je n'étais pas quelqu'un qui arrivait plus tard une fois que le bruit s'était estompé et que le chaos était passé. Elle était déjà là lors d'une des périodes instables de sa vie. Un chapitre se refermait, un autre s'ouvrait presque aussitôt et ce nouveau chapitre durerait. Ce qui rend toute cette période si convaincante, c'est la façon dont chaque succès est lié à une pression cachée. Barry est passé du statut de membre d'un groupe basé en Australie à la recherche d'attention à celui d'un groupe soudainement remarqué en Angleterre parce qu'il ressemblait suffisamment aux Beatles pour dérouter les gens à une jeune star essayant de se construire une vie privée alors que son groupe était sur le point de se séparer. En même temps, il a rencontré Linda, et cette relation est devenue la constante la plus forte de sa vie. Ainsi même, au milieu de la gloire, il y avait toujours de l'instabilité. Même au milieu des applaudissements, il y avait de la tension. Et c'est ce mélange qui donne à son ascension un réel poids. Cela n'a jamais été une simple ascension vers le haut. Ce fut une ascension pleine de tensions, de risques et de fissures émotionnelles. Linda est devenue bien plus qu'une partenaire debout à ses côtés sur les photos. Après son mariage, elle s'est éloignée de la vie publique et s'est concentrée sur la construction d'une maison stable, élevant leurs 5 enfants, Stephen, Ashley, Travis, Michael et Alexandra. Ce choix en dit plus que ce que les gens pensent parfois. Elle aurait pu continuer à rechercher la visibilité, mais elle a plutôt choisi l'intimité, la structure familiale et le calme. Dans le monde dans lequel Barry vivait, ce genre de force tranquille comptait. Le monde musical autour des Bee Gees pourrait être bruyant, instable et plein d'excès. Mais à l'intérieur de leur maison, Linda a créé un environnement très différent. C'est peut-être l'une des principales raisons pour lesquelles leur mariage a duré. Alors que tant d'autres personnes dans ce monde se sont effondrées, Barry lui-même a suggéré à quel point elle était importante pendant les années les plus dangereuses. Il a admis que le groupe comptait souvent sur des pilules ou des boissons simplement pour continuer à fonctionner. Et il a ensuite crédité Linda d'avoir empêché ce schéma de prendre le dessus sur sa vie. L'un des détails les plus marquants qu'il a partagé était qu'elle ne permettrait pas que les drogues restent dans la maison et qu'elle les jetterait. Cela transforme son rôle en quelque chose de bien plus grand que l'image habituelle d'une épouse solidaire. Elle était une barrière entre Barry et les pires aspects de la renommée. C'est elle qui a refusé de laisser la maison faire partie de ce chaos. Et plus vous regardez la vie de Barry, plus il semble que cette force privée l'ait protégée d'une manière que le public n'a jamais pleinement vue. Cette stabilité cachée devient encore plus importante lorsque les Bee Gees atteignent l'un des plus grands sommets de l'histoire de la musique. Lorsque Saturday Night Fever a explosé, ce n'est pas simplement devenu un film à succès. Cela a fait des Bee Gees une force mondiale. La bande originale s'est vendue à un rythme étonnant, avec des rapports indiquant qu'elle s'écoulait à près d'1 million d'exemplaires par semaine à son apogée. Barry a déclaré plus tard qu'il fut un temps où les chansons écrites par les Bee Gees dominaient d'un seul coup les charts américains, ce qui est le genre de choses qui n'arrive presque jamais. Et ce qui est étrange, c'est qu'ils n'ont pas pleinement compris à quel point c'était énorme au début, parce qu'ils le voyaient comme une bande originale, pas comme un album normal des Bee Gees. Mais le monde ne se souciait pas de cette distinction. Pour le public, c'était une domination. Dans ce succès, il y a une autre décision importante de Barry qui a changé l'histoire. À un moment donné, l'équipe du film souhaitait que Stayin' Alive soit renommé Saturday Night afin qu'il corresponde plus directement au film. Barry a refusé. Cela peut paraître anodin, mais ce n'était pas du tout minime. Il a compris que Stayin' Alive portait une force beaucoup plus forte. Cela sonnait plus gros qu'un film. Cela ressemblait à de la lutte de la survie du mouvement et de l'esprit. S'il avait cédé, la chanson serait peut-être restée pour toujours liée au film. Au lieu de cela, c'est devenu quelque chose de plus grand que le film lui-même. Un morceau avec une vie propre que les gens ont porté bien au-delà du disco, bien au-delà de la fin des années 70 et bien au-delà de l'écran. Ce qui rend toute la période Saturday Night Fever encore plus remarquable, c'est la rapidité avec laquelle les chansons sont arrivées. Barry, Robin et Maurice ont écrit des morceaux majeurs comme How Deep Is Your Love Night Fever et More Than a Woman en un éclair alors qu'ils travaillaient à Miami. La vitesse de cette course créative donne moins l'impression d'un travail de studio normal que d'une tempête qui les traverse. Ce n'étaient pas des chansons jetables ou des restes chanceux. Ils sont devenus certains des morceaux les plus célèbres de leur époque, et pourtant Barry a admis plus tard qu'il y avait un côté plus sombre à cette vitesse. Il a ouvertement déclaré que certaines de ses chansons avaient été écrites
alors qu'il consommait des amphétamines. Cette confession change le sentiment de l'histoire. Soudain, les harmonies parfaites et le son raffiné s'ajoutent à la pression, à la drogue, à l'épuisement, et à un rythme auquel peu de gens pourraient survivre longtemps. Ce que le public entendait comme fluide et sans effort était souvent créé dans une réalité beaucoup plus dure. Barry ne vivait pas une vie ordinaire. Il était l'une des plus grandes stars du monde, entouré de gens capables de nourrir toutes les faiblesses et de faciliter toutes les mauvaises habitudes. Les gens imaginaient donc un énorme combat à huis clos. Pourtant, la vérité la plus révélatrice n'était pas un avertissement dramatique. C'était le rôle constant de Linda dans sa vie. Elle n'a jamais traité le chaos autour de lui comme si c'était normal. Elle n'a jamais été impressionnée par la célébrité. Et elle se comportait comme une épouse, protégeant sa famille. Et cela a donné l'impression que la rumeur était vraie, même si la plus grande scène n'a jamais été confirmée. Ce que Barry a réellement admis raconte la véritable histoire mieux que n'importe quel potin. Il n'a jamais décrit une grande confrontation finale au cours de laquelle Linda lui aurait crié dessus et menacé de partir. Au lieu de cela, il a donné des détails beaucoup plus simples et beaucoup plus révélateurs. Il a dit qu'il pouvait apporter de la drogue dans la maison, mais qu'elle finirait dans les toilettes. Ce seul détail dit tout. Cela montre que Linda n'a pas attendu une catastrophe pour réagir ensuite. Elle a agi sur le moment encore et encore, refusant de laisser sa vie dériver dans la même direction qui avait déjà endommagé ses frères. Son pouvoir n'était pas fort. C'était pratique. Elle ne s'est pas contentée de soutenir Barry. Elle a rendu sa chute plus difficile. C'est ce qui se cache derrière le mythe. Sur le plan émotionnel, la rumeur n'était pas complètement fausse. Linda a vraiment sauvé Barry, mais pas de la manière dont les gens aiment l'imaginer. La raison pour laquelle l'histoire a duré tant d'années est qu'elle capturait quelque chose de réel à l'intérieur de leur mariage. Une personne empêchait tranquillement l'autre de glisser du bord. Les propres mots de Barry soutiennent cela. Il a crédité Linda de l'avoir éloignée du chemin emprunté par ses frères. Et cela rend la vérité plus forte que les ragots. Il n'a jamais été question d'un ultimatum géant. Il s'agissait de décennies d'interventions obstinées répétées si souvent que l'effondrement total que l'on craignait ne s'est jamais produit. Barry lui-même en a donné la preuve la plus claire en quelques mots. Il a dit un jour « J'ai dû faire face à la présence de mes frères là-bas, mais j'ai eu de la chance ». Cette ligne a un vrai poids, car elle montre qu'il a compris exactement ce qui séparait sa vie du chaos qui l'entourait. Il ne s'est pas présenté comme un homme resté en sécurité par accident. Il savait que Linda faisait la différence. Cela change toute l'histoire. Les gens se demandaient si elle lui avait lancé un ultimatum dur. Mais le véritable message de Barry était bien plus grand que cela. Elle ne l'aimait pas seulement. Elle a protégé son avenir, sa famille et la vie qu'il était encore capable de conserver. Puis est arrivée une autre sorte de douleur et celle-ci a frappé en public. En 1979, Disco Demolition Night a fait de Disco une cible et les Bee Gees sont devenus le visage de la réaction, même s'ils n'avaient pas créé la colère derrière cela. Une nuit à Comiskey Park a changé l'ambiance en Amérique à une vitesse stupéfiante. Les foules ont applaudi contre Disco. Les stations de radio ont commencé à diffuser des chansons des Bee Gees. La musique qui était partout ne semblait soudain pas la bienvenue. C'est ce qui l'a rendu si brutal. Un groupe qui dirigeait les ondes était désormais traité comme quelque chose que les gens voulaient effacer. Il ne s'agissait pas simplement d'un changement de goût. C'était comme un rejet public du son, de l'image et de toute l'époque qu'ils avaient contribué à définir. Pour Barry, Saturday Night Fever avait déjà fait deux choses à la fois. Cela l'a rendu énorme et cela l'a enfermé. La bande originale a fait des Bee Gees des icônes mondiales, mais elle a également lié Barry pour toujours au disco, au moment même où la culture commençait à se retourner contre eux. C'est là le tournant cruel de son histoire. Ce qui a fait de lui une superstar l'a également rendu plus facile à attaquer plus tard. John Travolta pourrait assumer de nouveaux rôles et remodeler lentement son image. Barry ne pouvait pas s'éloigner aussi facilement. Le fausset, le son, le regard, tout lui restait attaché. Le film a changé sa vie pour le mieux, mais plus tard, il a également rendu la fuite beaucoup plus difficile. C'est en partie pourquoi le silence autour de John Travolta a fait plus de mal que beaucoup de gens ne le pensaient. Barry n'a pas passé des années à l'attaquer bruyamment. En fait, le silence lui-même est devenu une partie de la blessure. Travolta a continué à se déplacer à travers Hollywood, tandis que Barry et les Bee Gees semblaient subir les dégâts de l'effondrement de Disco. Barry
avait contribué à construire le monde qui a fait exploser la fièvre du samedi soir, mais lorsque la réaction est arrivée, il s'est senti laissé pour compte. Ce qui rend cela si triste, c'est la durée pendant laquelle ce sentiment est resté enfoui. Beaucoup plus tard, Barry a admis que voir Travolta prospérer pendant que les Bee Gees étaient mis de côté l'avait profondément marqué. Il ne s'agissait pas d'une querelle publique bruyante, mais d'une distance tranquille, et d'une certaine manière, cela ne faisait qu'empirer les choses. Lorsque le monde de la musique s'est refroidi, Linda est devenue encore plus importante. La célébrité avait déjà rempli leur vie de pression, mais l'échec a apporté un autre type de tension. Barry a suggéré plus tard que certaines des années les plus difficiles n'étaient pas celles sur scène. Ce sont les années qui ont suivi où les projecteurs se sont estompés et où l'industrie a évolué. Pendant ce temps, Linda a gardé la famille stable à Miami, tandis que tout à l'extérieur de la maison semblait moins sûr. C'était important parce que les moments difficiles révèlent qui est vraiment là. Le glamour peut attirer les foules, mais la déception libère la pièce. Linda est restée, et Barry semblait apprécier davantage cela au fil des années. Quand la célébrité a cessé de le protéger, elle l'a toujours fait. Barry a également survécu parce qu'il n'a pas arrêté de travailler. Lorsque l'image des Bee Gees s'est refroidie, il est passé au second plan et a continué à écrire. Cette décision n'a peut-être pas semblé dramatique de l'extérieur, mais c'est l'une des choses les plus intelligentes qu'il ait jamais faites. Il a contribué à façonner des chansons majeures de Barbara Streisand, Diana Ross, Kenny Rogers et Dolly Parton. Cela a assuré la sécurité financière de la famille alors que sa propre image publique portait encore des cicatrices. Cette partie de son histoire retient moins l'attention, mais elle montre quelque chose d'important à propos de Barry. Il n'est pas resté assis à attendre le retour de l'amour du public. Il a utilisé la seule compétence que personne ne pouvait lui enlever. Même lorsque les Bee Gees ont été mis de côté, son écriture est restée trop forte pour être ignorée. Puis la vie l'a frappé d'une manière beaucoup plus personnelle. La mort d'Andy Gibb en 1988 a été comme une onde de choc. Parce qu'Andy n'avait que 30 ans et que la famille croyait toujours qu'il était temps de le sauver. Il est décédé le 10 mars dernier des suites d'une inflammation cardiaque liée à une infection virale. Mais des années d'abus de cocaïne avaient déjà affaibli son organisme. C'est ce qui rend cela si cruel. Barry avait essayé de l'aider. Andy n'était pas seulement le frère cadet doté de charme et de renommée, c'était quelqu'un avec qui Barry se sentait profondément connecté. Un instant, Barry espérait qu'Andy pourrait récupérer. Le lendemain, il était confronté à la réalité des funérailles. Cette perte a rendu un vieux souvenir encore plus lourd. La seule fois où les 4 frères Gibb se sont produits ensemble, c'était le 10 juillet 1979 au Oakland Coliseum. À l'époque, personne sur cette scène n'aurait pu savoir que cela ne se reproduirait plus. C'est ce qui donne à ce moment un sentiment si obsédant. Barry, Robin Morris et Andy étaient tous là, chantant ensemble comme si c'était juste une grande soirée de plus. Mais l'histoire en a fait quelque chose de bien plus douloureux. Pour les fans, c'est devenu un morceau rare de l'histoire de la musique. Pour Barry, c'était la dernière fois qu'il se tenait avec tous ses frères vivant ensemble et continuant à faire de la musique. La mort de Morris en 2003 a apporté un autre type de choc. C'était soudain, et cela s'est produit lors d'une opération chirurgicale d'urgence. Ce n'est pas après des années de maladie visible qu'il avait un intestin tordu. Et pendant l'opération, il a subi un arrêt cardiaque à seulement 53 ans. Barry était là à ses côtés, regardant le moment qui a mis fin aux Bee Gees en tant que véritable unité à 3 frères. Morris avait souvent été la force tranquille au sein du groupe, celui qui aidait à faire tenir les choses ensemble. Le perdre, c'était donc comme perdre le centre de gravité. Barry l'a décrit plus tard comme le moment où le groupe n'était plus entier. Cette perte n'a pas seulement blessé la famille, elle a même changé ce qu'étaient les Bee Gees. Puis est survenue la mort de Robin en 2012, et celle-ci a été douloureuse plus lentement. Robin souffrait d'un cancer colorectal qui s'était propagé au foie, ce qui signifiait que Barry devait observer le déclin se produire au fil du temps. Ce genre de chagrin peut être sa propre forme de torture, car il continue d'offrir de l'espoir, puis de le faire reculer. Robin a passé des mois à entrer et sortir des hôpitaux, tandis que Barry est resté proche pendant ses derniers jours. À la mort de Robin, Barry est devenu le dernier frère survivant. Il y a une solitude dans ce genre de survie que la célébrité ne peut adoucir. Il était toujours la voix dont les gens se souvenaient toujours le nom lié à un groupe légendaire. Mais maintenant, il portait seul toute l'histoire de la famille.
Malgré chacune de ses pertes, Linda est restée à ses côtés. C'est ce qui rend son rôle si puissant. Elle n'était pas là seulement pour les moments publics dont les gens se souviennent. Elle a été présente lors des funérailles, des jours à l'hôpital, des conséquences familiales brisées et plus tard de la mort des parents de Barry. Elle l'a vu perdre presque tous ceux qui avaient façonné sa vie. Après la mort de Robin, Barry a donné des interviews qui montraient à quel point il était profondément brisé et il a remercié Linda de l'avoir aidé à rester debout. Dans une histoire familiale pleine de chagrin de mort et d'effondrement, elle est devenue la force tranquille qui unit le seul homme encore debout. En ce sens, la tragédie était aussi la sienne, car elle portait avec lui le poids de ce chagrin. Des années plus tard, une image semblait rassembler toutes ces décennies en un seul instant. En 2018, Barry Gibb a quitté le palais de Buckingham après avoir été fait chevalier et a admis qu'il avait failli tomber. Ce petit commentaire a rendu le tout réel. Il n'essayait pas d'avoir l'air cool ou indifférent. Il était dépassé. Mais le plus important n'était pas seulement le titre, c'était celui qui se tenait à côté de lui. Linda Gray était là avec leurs enfants tandis que Barry a dédié cet honneur à ses frères décédés. Cette scène en disait plus que n'importe quel discours poli. Ce n'était pas seulement un moment consacré à l'histoire de la musique. Il s'agissait de la femme qui est restée malgré la gloire, les réactions négatives, le chagrin et la survie. Un an auparavant, Barry avait pris une autre grande scène à Glastonbury, dans la machine à sous Legends. La performance était importante car il ne s'agissait pas seulement de revisiter l'histoire de Bee Gee, c'est aussi devenu personnel. Barry a publiquement dédié ce moment à Linda, et c'était important parce qu'il avait passé une grande partie de sa vie à protéger son monde privé. Pour un homme comme Barry, ce genre de reconnaissance publique avait du poids. Cela indiquait à la foule que Linda n'était pas une figure lointaine cachée derrière la légende. Elle faisait partie de la raison pour laquelle la légende était toujours debout. Les gens devant cette scène ont vu une icône de la musique. Barry leur montrait tranquillement la personne qui avait aidé à maintenir cette icône ensemble. En 2021, Barry avait 75 ans et faisait toujours de la musique. Mais le recueil de chansons des frères Gibb Walner One de Greenfield était très différent du monde scintillant qu'il avait autrefois rendu célèbre. L'album a retravaillé les chansons de Bee Gee dans un style country, et cela donnait à la musique un sentiment plus doux, plus ancien et plus hanté. Ce changement signifiait quelque chose, car il s'est produit après la mort de ses 3 frères à une époque où beaucoup de gens auraient pu s'attendre à ce que Barry disparaisse dans le silence. Au lieu de cela, il a continué. On attribue souvent à Linda le fait d'avoir encouragé cette survie créative. Ce qui est frappant, ce n'est pas seulement que l'album existe, c'est qu'après tant de pertes, Barry a quand même trouvé un moyen de transformer son chagrin en musique. Et quand les gens parlent du rôle de Linda, la version la plus honnête de l'histoire reste la plus forte. Les véritables aveux de Barry n'ont jamais été une bombe dans les tabloïds. C'est qu'elle l'a protégé de la même autodestruction qui entourait le monde de Bee Gee. Il a dit qu'elle ne laisserait pas la drogue devenir normale à la maison. Et un récit indique que tout ce qui entre dans la maison pourrait finir dans les toilettes. Cela semble dur, mais cela révèle à quel point elle était sérieuse. Elle ne l'a pas sauvée avec un grand discours. Elle l'a sauvée grâce à des années de discipline de refus et de limites strictes. Alors que le côté le plus sombre de la célébrité engloutissait tant de choses autour de lui, Linda a gardé Barry ancré en tant que mari et père. C'est pourquoi ce qu'on appelle l'ultimatum revêt une importance plus profonde. Le véritable ultimatum ne fut pas une nuit de tempête. C'était une frontière qui a duré 50 ans et qui n'a jamais bougé. Les gens aiment les histoires de combats énormes, de trahisons soudaines et de sorties dramatiques. La vérité ici est plus discrète, mais elle frappe plus fort. Linda a tracé la ligne et l'a maintenue là. Elle ne laisserait pas la famille normaliser le chaos que la célébrité essayait de semer dans leur vie. C'est ce qui fait que l'histoire reste avec les gens. Ce n'est pas vraiment un scandale. C'est l'endurance. Dans un monde plein d'excès, elle est devenue la seule personne qui pouvait dire non à Barry tout en gardant le mariage en vie. En fin de compte, c'est peut-être la partie la plus surprenante de l'héritage de Barry Gibb. Oui, on se souvient de lui comme du dernier Bee Gee survivant. Oui, les Bee Gee ont vendu plus de 220 millions de disques dans le monde. Oui, il a vécu un succès fou, des réactions négatives écrasantes et une terrible perte familiale. Mais lorsque Barry parle de ce qui compte le plus, il renvoie à sa maison. C'est ce qui donne à son histoire sa forme définitive.
Un homme qui a atteint le plus haut niveau de renommée n'a pas fini par mesurer sa vie au trophée ou au gros titre. Il l'a mesurée à l'aune de la famille qu'il a bâtie loin des projecteurs. Barry et Linda ont célébré 55 ans de mariage en septembre 2025. Et ce chiffre est remarquable car de nombreux mariages de célébrités ne se rapprochent même pas. Leur relation a survécu à la célébrité, à la pression, au chagrin, à l'attention du public et au genre de tension émotionnelle qui déchire de nombreuses personnes. Ensemble, ils ont élevé 5 enfants et ont ensuite accueilli 7 petits-enfants. Ce qui le rend encore plus frappant, c'est le silence avec lequel ils l'ont fait. Ils n'ont jamais construit une image publique bruyante autour de leur mariage. Ils n'ont pas fait de l'amour une marque. Ils ont simplement construit une vie privée suffisamment solide pour survivre au chaos qui l'entoure. Et ce genre de lien durable et de show business semble presque incroyable. Barry a expliqué le secret d'une manière qui semble simple au premier abord mais qui en dit long. Il a dit que Linda n'avait jamais voulu être célèbre. Elle voulait être Linda. C'est peut-être l'une des raisons les plus profondes pour lesquelles leur mariage a fonctionné. Elle ne recherchait pas l'attention, les gros titres ou les projecteurs. La relation ne s'est donc jamais transformée en un combat entre l'amour et la célébrité. Barry a également parlé du rire, du respect et de l'honnêteté comme faisant partie de ce qui les maintenait forts. C'est important car cela montre que leur mariage n'a pas été maintenu par le glamour. Il était maintenu par des valeurs qui restaient stables alors que tout autour d'eux ne cessait de changer.